l'interdire partout dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais en fait, vous posez une question, vous faites les questions et les réponses. Du coup, on ne peut pas répondre. La question, elle n'est pas de savoir si on est partout. La question est pourquoi est-ce que Jean-Marie Le Pen, aujourd'hui, est invité au CFJ? La question, elle est là. Est-ce que vous pouvez me dire sérieusement qu'aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen est interdit de médias? Non. Aujourd'hui, on est là pour ne pas laisser passer la banalisation de l'extrême droite. Et Jean-Marie Le Pen au CFJ, c'est la banalisation de l'extrême droite. C'est tout. Nous, on n'empêche personne. Simplement, on laissera passer. C'est tout. Mais il est invité sur les antennes et à s'exprimer dans les journaux. Donc pourquoi est-ce que les apprentis journalistes n'auraient pas le droit, eux aussi Encore une fois, si vous faites les... La question n'est pas là, encore une fois. On n'est pas contre le droit ou rien. Nous, on est juste là pour dire on ne veut pas banaliser l'extrême droite. Point. La question, bien sûr qu'ils ont le droit, évidemment. Mais nous, on n'est pas là pour ça. Et la liberté d'expression, alors, c'est quoi pour vous? Monsieur, je vous parle. Ouais, mais... Excusez-moi, j'ai venu une action politique. J'ai un peu de mal. Moi aussi, ouais. Alors la liberté d'expression, c'est une action politique. C'est quoi la liberté d'expression pour vous, monsieur? Nous sommes en train de mener une action contre la venue de Le Pen au centre de formation des journalistes. C'est ce qu'on fait actuellement. C'est pas ma question. La question oui, mais c'est ma réponse. C'est ma réponse. Ouais, donc la liberté d'expression, c'est ma réponse. Dessus, en fait. C'est votre réponse. Vous faites les questions et les réponses, donc c'est facile. Faites pas de réponse. Excusez-moi, travail. Pardon, excusez-moi, est-ce que vous pensez que les étudiants ne sont pas capables de faire la part des choses? Alors il y a un argument pédagogique qui est très fort de la direction du CFJ qui dit il faut que Le Pen aille voir les étudiants, comme ça les étudiants seront habitués à voir Le Pen et ils ne se feront pas avoir lors de leur vie professionnelle. Cet argument pédagogique est totalement débile. Parce que soit une chose, soit les étudiants ne connaissent pas du tout Jean-Marie Le Pen et c'est pas les voir une heure pendant leur scolarité qui va changer grand-chose. Soit ils connaissent très bien Jean-Marie Le Pen et on peut l'espérer parce que ça fait 40 ans qu'il est dans les médias et donc une heure au CFJ ça ne leur rapportera pas grand-chose non plus. Troisièmement, est-ce qu'on imagine une seconde que Le Pen va venir en disant « Mes chers étudiants, je viens ici pour vous donner toutes les clés pour me déstabiliser, je viens ici pour vous aider à mal m'interviewer, pour vous aider à me mettre en difficulté ». On imagine une seconde que Jean-Marie Le Pen va venir ici pour se mettre en difficulté. Donc l'argument pédagogique, qui est le seul avancé par la direction, ne tient pas une seconde. Enfin, les étudiants, ils peuvent faire la part des choses quand même. Ah, les étudiants, je dis pas, là on parle de la direction du CFJ. Non, mais rien n'empêche un étudiant d'aller prendre rendez-vous avec Jean-Marie Le Pen sur un sujet précis et de l'interviewer. Pourquoi ça se fait pas? Pourquoi est-ce que l'école choisit de mettre Jean-Marie Le Pen en exergue? Vous avez vu le site de l'école? Il y a la photo de Jean-Marie Le Pen souriant. Moi ça me fait mal, je suis un ancien du CFJ, ça me fait mal de voir le site de mon école avec Jean-Marie Le Pen dessus. Mais il est invité comme tous les autres. C'est pas un homme politique comme les autres. Mais je ne suis pas contre l'invitation, simplement moi je m'exprime contre, c'est mon droit. Et le racisme est un délit en France. C'est un délit, c'est pas une opinion. Vous savez que votre banderole, vous voulez Excusez-moi. bloquer l'entrée? Moi je viens à la conférence. Mais écoutez, vous avez une idée de ce qui se passe ou Oui, bien sûr, je sais très bien. Je suis totalement en désaccord avec cette manif ridicule. C'est comme ça que Le Pen est arrivé à 30%, avec des conneries comme ça. Vous pensez que ça fait de la publicité au Front National? Ouais, puis je veux dire, c'est aberrant. On forme des journalistes. Ils vont être confrontés à ça. Le Pen, il dit à la télé. Il faut bien les interviewer, il faut bien les former à ça. Donc c'est un peu aberrant. En 84, il a été invité par alors que Frédéric Delaunay, qui était un fondateur du CFJ, il a invité parce que la CGT fait des tracts au nom de Frédéric Delaunay aujourd'hui. Ridicule. Ridicule. Agir, monsieur? Oui, bien sûr. Donc quel est votre message aujourd'hui? C'est que le Front National de votre... Moi, mon message, c'est Le Pen ne passera pas. Comme on criait il y a quelques années, le fascisme ne passera pas. Parce que je crois que c'est une grave erreur de faire croire que c'est une opinion comme une autre. Je vous rappelle qu'en France, le racisme est un délit et donc passible des tribunaux. Donc ce n'est pas une opinion comme une autre. On nous fait croire que c'est une opinion comme une autre. Ce n'est pas une opinion comme une autre. Et je vous rappellerai qu'aujourd'hui, avec les lois scélérates qui ont été votées, décidées par le président de la République, qui chasse les Roms, qui chasse les immigrés, qui chasse les sans-papiers, on est vraiment là dans l'application des thèses lepénistes. Alors que ce soit Marine Le Pen ou lui-même, peu importe, même si la génération a fait un saut, les thèses sont les mêmes, les thèses populistes, les thèses racistes, antisémites, c'est grave et c'est inadmissible
que le centre de formation des journalistes reçoive un tel homme. Voilà ce que nous envoyons comme message, en tous les cas pour le SNJ-CGT. Et alors la CGT, c'est compliqué parce que la CGT avait un ministre sous Pétain. Donc est-ce que ça ne peut pas aller bien? Celui qui a voté la répartition, la retraite par répartition, c'était René Belin. C'est l'ancien dirigeant de la CGT. Donc si on va loin, et puis l'Humanité était un journal... oui, on peut remonter jusqu'à Vercingétorix, mais en tous les cas, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation où on recule, c'est un recul de civilisation. La loi sur la retraite qui vient d'être votée, malgré des 70% d'opinion absolument... contre ce projet, oui, c'est la démocratie, mais la démocratie, c'est aussi d'écouter les salariés. Quand 70%, d'après les sondages de gens, oui, mais je crois que les manifestations, 3,5 millions, 3,5 millions de personnes dans la rue, peut-être... il y en a peut-être 40 millions qui ne sont pas dans la rue, mais il y en a quand même 3 millions, et je crois que aujourd'hui... Le Front National, c'est un parti qui n'est pas illégal. Absolument, il n'est pas illégal, mais on peut aussi s'opposer aux thèses qui, comme je vous l'ai dit, ne sont pas des thèses comme les autres, ce sont des thèses qui sont condamnées par la loi. Le racisme n'est pas une opinion, encore une fois, c'est un délit. Donc nous là-dessus, non, c'est pas... C'est un parti communiste. C'est pas un délit d'opinion d'être communiste, jusqu'à preuve du contraire. Mais à partir de là, si on laisse banaliser les idées comme celle de Le Pen, et comme je vous ai dit tout à l'heure, quand le président de la République lui-même et ses amis de l'UMP reprennent ces thèses racistes contre les Roms, ces thèses antisémites, etc., eh bien là, je crois que la patrie des droits de l'homme qu'est la France n'est plus ce qu'elle était jusqu'à présent. Voilà. On a bien banalisé le communisme. Je sais pas si on l'a banalisé. En tous les cas, encore une fois, le communisme n'est pas un délit d'opinion. Le racisme l'est. Et pour nous, en tant que syndicat CGT, des journalistes, je crois que c'est ça le message principal qu'on veut délivrer aujourd'hui, qu'on veut porter devant les étudiants, pour qu'ils ne soient pas trompés. C'est certainement réussi, mais ce qui sera encore plus réussi, c'est qu'il n'y ait pas eu ce rassemblement et que M. Le Pen ne soit pas invité ici. Voilà. Donc vous êtes contre la liberté d'expression de M. Le Pen, en fait? Je suis contre le racisme, contre les idées qui vont à l'encontre du progrès social. Je pense que c'est une grave chose que les thèses de M. Le Pen soient banalisées de plus en plus dans cette société et qu'elles soient reprises. C'est important quand même, non? Oui, mais vous dites la liberté d'expression quand M. Le Pen s'inspire du régime vichiste, quand aujourd'hui l'UMP reprend ses thèmes sur les sans-droits, les sans-toit. Est-ce qu'on est vraiment dans une société où chacun peut s'exprimer? Est-ce que vous croyez qu'un sans-papier, un immigré, un Rome a le droit à la parole? Est-ce qu'on les entend beaucoup, ces gens-là? Je crois que les médias, là aussi, devraient balayer devant leur porte parce que la liberté d'expression, on y tient tous, autant qu'on est, mais il faudrait que ce soit bien partagé. Et je crois que malheureusement, tant les grévistes aujourd'hui qui sont matraqués par les forces de l'ordre, tant les sans-papiers, les sans-droits, je ne sais pas s'ils ont beaucoup le droit à la parole face à un gouvernement qui ne respecte absolument pas la démocratie de la rue. Alors la démocratie parlementaire, certes, ils la respectent puisqu'ils ont la majorité. Et ils font passer les lois comme si de rien n'était. Mais je crois que les gens n'oublieront pas dans les prochaines échéances, notamment les échéances électorales. Mais les sans-papiers sont dans l'illégalité, non? Vous êtes pour la loi, vous êtes démocrate. On est à l'Assemblée nationale. Donc, absolument, on est pour la loi, mais quand on matraque des gens, on expulse des Roms, même le pape, même la Commission européenne, même Madame Merkel semble ne pas être tout à fait de l'avis de M. Sarkozy. Alors tout ça, il faut le remettre dans le contexte. Je crois que les mots ont un sens quand on parle de racisme, quand on parle
de banalisation des idées qui portent gravement atteinte à la cohésion nationale. Quand on monte des communautés les unes contre les autres, c'est grave, c'est grave. Mais Mme Merkel a dit que le multiculturalisme avait échoué en Allemagne. Il a peut-être échoué, mais là aussi, elle devrait balayer devant sa porte. Elle devrait balayer devant sa porte, oui, bien sûr. Pourquoi ça a échoué? Voilà, il faut se poser la question, pourquoi ça a échoué? Pourquoi la France, qui était un pays de l'intégration, aujourd'hui n'est plus en mesure de l'être? Parce qu'on coupe les aides sociales en Angleterre, en Allemagne, en France, parce qu'on ne donne plus la possibilité à des gens qui viennent d'autres pays, chassés par des mesures économiques que vote le FMI et d'autres, aujourd'hui se trouvent dans des plus grandes difficultés. Alors, certes, comme disait l'autre, on n'est pas pour que toute la misère du monde s'installe dans les pays européens, mais la politique menée par M. Sarkozy, ses amis de l'Union européenne et du FMI, font qu'aujourd'hui, les peuples du Sud et de l'Est, par exemple, se retrouvent dans des difficultés extrêmes à ne pas pouvoir faire autrement que d'essayer de trouver du travail, certes dans des conditions absolument souvent à la limite de la survie. Et voilà, ce qui compte, c'est ça. Il fallait devant la porte, la CGT elle-même, quand à la Bourse du Travail, il y avait des conservateurs, les camarades de la CGT les ont virés. Je crois que là, il faut là aussi remettre les choses à leur place. Je crois que ces travailleurs qui étaient là depuis des mois et des mois ne pouvaient plus rester là pour leur sécurité, pour leur bien. Et je crois qu'ils ont eu ils ont pensé pouvoir faire état de leurs problèmes en occupant les locaux de la CGT. Je pense qu'ils n'ont pas tout à fait compris à quoi ça servait peut-être ce local de l'UD, de l'Union départementale. Je pense aussi que la CGT, dans le conflit des sans-papiers, elle est extrêmement présente et elle a accompagné partout où elle pouvait et elle a fait régulariser. Il est en train de faire régulariser de nombreux sans-papiers. Je pense que là aussi, il ne faut pas tout voir d'un côté, tout voir noir d'un côté ou rouge de l'autre. Je pense qu'aujourd'hui, les choses sont quand même... la CGT est l'un des éléments moteurs de régularisation des sans-papiers. Et vous savez très bien que peut-être on peut dire que certains sont dans l'illégalité, sauf que ce sont les patrons qui les emploient clandestinement pour faire pression sur les salariés français. Et ça, je pense que c'est grave. C'est eux qui ne respectent pas la loi. Ce ne sont pas les sans-papiers. Allez voir Monsieur Le Pen. Non. Non, je fais comme vous. Allez voir Monsieur Le Pen, verrez si vous discuter. Allez voir Monsieur Le Pen. Allez voir Monsieur Le Pen. Belle profession, bel avenir pour des journalistes en herbe comme vous. Eh ben oui, ben ça promet. Je n'insulte pas, je dis que ça promet. Je suis triste pour vous. Vous avez dit que j'étais J'ai de la peine pour cette profession. Vous êtes un petit con. Oui. Vous n'insultez personne. Ouais, non. Pas avec des fascistes. On ne parle pas avec des fascistes. Non, c'est pas que c'est pertinent que les jeunes journalistes. On ne parle pas avec des fascistes. Les fascistes, ils vous fusilleront si jamais, par malheur, ce que j'espère pas, ils arriveront au pouvoir. Comme les communistes. Comme les communistes. Les communistes n'ont jamais fusillé personne. Pardon? Excusez-moi? Les communistes n'ont jamais... Mais je vous emmerde, mais arrêtez avec votre truc là. Je sais même pas qui vous êtes. Je suis un journaliste. Qu'est-ce que... Eh ben, oui, moi aussi. Ah bon? Oui, ah bon? Oui. Alors, oui, je suis un vous savez que journaliste. les communistes ont tué 100 millions de personnes. Ah bah bravo. Bravo. Belle déviation. Belle déviation. Il s'agit de Le Pen là pour l'instant, non? Vous avez dit Contentez-vous. Moi, je dis rien du tout. Je ne vous parle pas et je ne veux pas vous parler. Donc, d'abord, les premières critiques ont été apportées par un journal. Voilà ce qu'il faut marcher. Les premières critiques ont d'abord été apportées par un journal, L'Humanité, qui est un quotidien pour lequel j'ai évidemment un profond respect et j'ai aussi évidemment du respect, et plus encore, pour son fondateur, Jean Jaurès. Je ne vais pas faire comme fait ce journal et de syndicats et un syndicat, faire parler les morts, lorsqu'ils ont fait parler Philippe Vianney, le fondateur du CFJ, en disant qu'il n'aurait pas toléré que vous veniez aujourd'hui. Ils ont eu tort de faire parler les morts, puisque c'est la deuxième fois, sauf erreur de ma part, Jean-Marie Le Pen, que vous venez au CFJ. Vous êtes venu
fin 84, début 85, vous adressez aux étudiants de la deuxième année. À l'époque, Philippe Vianney, le fondateur du CFJ, avait approuvé votre visite, et donc il n'y a pas lieu d'imaginer qu'aujourd'hui, il l'aurait réprouvé. Un mot, je ne vais pas citer Jaurès comme un candidat à la présidentielle l'a fait, peut-être de manière un peu incongrue, mais comme l'humanité a critiqué votre venue, je vais en profiter pour lire quelques lignes. L'ensemble de micro, c'est Marcel. Bon, désolé pour l'accusation. Oui, voilà. Je vais en profiter pour vous lire quelques lignes d'un excellent petit livre de Charles Sylvestre, ancien rédacteur en chef à l'Humanité. Il se trouve que j'ai fait comme Jean-François Kahn l'a dit. J'ai fait comme Jean-François Kahn l'a dit lors de la leçon inaugurale. En tant que journaliste, je considère que nous pouvons aller partout. Et je suis allé cette année à la Fête de l'Humanité, assister à un débat sur Jaurès, dans lequel il y avait Jean-François Kahn, fondateur de Marianne, Edwin Plenel de Mediapart, et Charles Sylvestre, ancien rédacteur en chef de l'Humanité. Et Charles Sylvestre a lu un certain nombre de livres que je vais rappeler aujourd'hui parce que je pense que c'est une bonne leçon de journalisme. Il évoque ce qui fut le grand sujet de Jaurès à l'époque, les mineurs de Carmaux, un sujet sur lequel d'ailleurs Jaurès a changé d'avis, mais qu'il a porté pendant 27 ans. Voici ce qu'écrit le biographe. Jaurès procède à un long inventaire, retourne la question dans tous les sens, se documente jusque dans les détails, s'informe dans les réunions syndicales, participe à la commission créée par la Chambre des députés. Il veut tout savoir, pouvoir tout dire. Jaurès, c'est la maîtrise du sujet, il sera rarement pris en défaut de mauvaises informations. Il parle avec les mineurs, avec la commission d'enquête parlementaire, plus tard en 1895, dans le bassin de la Loire, il prendra la cage pour voir sous terre, de ses yeux voir, la galerie, les pics frappant le charbon. Jaurès n'est pas homme à regarder les choses de haut, en surface. Le journaliste, en toutes circonstances, a les oreilles et les yeux grands ouverts. Sa thèse de philosophie, d'ailleurs, a pour titre « De la réalité du monde sensible ». Jaurès, si les défenseurs du monde ouvrier et paysan ne se contentent pas de généralités ou de théories, même s'il est un familier des doctrines entre guillemets, qui alors fleurissent et lui sont précieuses, il s'informe, il enquête, il rencontre. Je vous lis ça à la fois, enfin j'ai lu ça à la fois pour répondre à l'Humanité, qui, je n'ai aucune polémique avec ce journal, mais qui n'a pas respecté un principe essentiel, et j'espère qu'aucun des diplômés du CFJ jamais ne l'enfreint, qui est le principe du contradictoire, et que je n'ai pas été appelé. J'ai envoyé un droit de réponse, qui est un droit prévu légalement pour tous les citoyens. Un droit de réponse doit être publié dans l'édition suivante. Ce matin, l'Humanité a préféré publier 2 articles, dont un éditorial contestant le droit de réponse sans publier le droit de réponse. Et en fait, et par ailleurs, les faits n'ont pas été respectés. Nous invitons des gens de tous bords. Bernard Thibault, est venu il y a quelques années au CFJ, et on nous renvoie des images d'Épinal sur le petit soldat du journaliste, qui est justement ce que nous ne voulons pas être. Pourquoi nous n'avons pas obtempéré à l'injonction syndicale de ne pas de renoncer à cette séance de questions devant des étudiants? Parce que notre métier ne consiste pas à distinguer le bien du mal, le bon du mauvais, à dire ce qu'il faut penser. Les gens sont assez grands pour ça. Nous ne sommes pas meilleurs, pas plus intelligents, pas plus moraux, pas plus pertinents. Nous n'avons pas à mépriser qui que ce soit, et notamment pas ceux qui votent. Nous n'avons pas à mépriser le suffrage universel, quel qu'il soit, même si à titre personnel nous ne sommes pas d'accord. Sinon, c'est les citoyens qui finissent par nous mépriser. Notre métier, ça n'est pas ce que je viens de dire, mais c'est en revanche d'enquêter, d'établir des faits, et s'agissant du réel dans son ensemble, et s'agissant de vous-même, Jean-Marie Le Pen, comme des autres responsables politiques. Et à titre personnel,
il m'est arrivé, comme c'est légitime, d'enquêter sur vous. Je cite un exemple. Entre les deux tours de la présidentielle, alors qu'était... il ne m'a pas semblé légitime, comme journaliste, de dire pour qui voter. En revanche, il était légitime d'enquêter. Et à l'époque, j'avais enquêté pendant près de 2 semaines sur... à l'époque, vous aviez des accents gaulliens, vous faisiez des références à De Gaulle. J'avais établi qu'un grand nombre de membres et de responsables, il y avait parmi les responsables du Front National, un nombre important de gens qui avaient tenté de tuer De Gaulle activement. Et ça m'avait semblé être des éléments à apporter, aux lecteurs. Mais mon opinion et l'opinion des journalistes n'intéressent personne. Et je pense vraiment que nous ne sommes pas fondés à le faire. Dans la société française, il y a plusieurs sortes de magistrature. Il y a la magistrature des magistrats, des juges, qui consiste à dire le droit. Celle des politiques, qui est la magistrature de l'élection, du scrutin. Il y a peut-être la magistrature de la morale, qui est celle des clercs, des religieux. Donc il y a nous, les journalistes, qui exerçons la magistrature du réel, du vrai et du faux. Nous n'avons pas à sortir de ça. Et je conclue en disant qu'aujourd'hui, où la liberté de la presse subit des attaques, où la liberté de la presse est parfois mise en danger par un certain nombre de mesures, ce serait un comble que les journalistes se comportent en agent de restriction de la liberté d'expression. Parce que ça, pour le coup, les citoyens ne supporteront pas et ne trouvent pas légitime à restreindre la liberté d'expression. Et si nous le faisons, il n'y aura pas grand monde pour défendre la liberté de la presse. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Avant de passer la parole à 2 étudiants, comme la tradition le veut, qui vont très brièvement, et nous allons vous laisser la parole très brièvement, Alexandre et Morgane. Alexandre va évoquer en quelques mots un livre qui vient de vous être consacré, dans lequel vous avez témoigné. Vous répondrez naturellement à ces questions d'Alexandre. Et Morgane dira quelques mots sur la droitisation de l'Europe avant que vous évoquiez en 10 minutes la question tout à fait d'actualité de la droitisation de l'Europe. Et puis ensuite, des questions vous soient posées par les étudiants et auxquelles vous répondrez. Jean-Marie Le Pen, il est parfaitement normal que vous soyez ici aujourd'hui pour répondre aux questions. Voilà, c'était les mots que je voulais dire. Je passe la parole à Alexandre. Juste 2 mots très rapidement pour rebondir sur les propos de Christophe Leroy. Lorsque j'ai appris que vous veniez au CFJ, Jean-Marie Le Pen, j'avoue que j'ai tout de suite été séduit par l'idée et le défi que cela pouvait représenter. Mais au vu de la tournure qu'ont pris les événements et après que mes camarades ici présents m'aient gentiment mis la pression, je me suis mis à réfléchir. Et là, je me suis dit, oh là là, Alex, dans quelle galère tu mets les pieds? Tu as vraiment envie de te faire des ennemis. L'exercice promettait, certes, d'être intéressant, mais aussi difficile, voire même un peu risqué. En effet, comment présenter un homme aussi controversé que Jean-Marie Le Pen. Mais après quelques hésitations, je me suis tout simplement souvenu que le rôle du journaliste n'était pas de s'ériger en juge ou en censeur, mais tout simplement de s'interroger, d'analyser, de rester curieux de tout, toujours. Diabolique ou pas, Jean-Marie Le Pen a traversé la vie publique française avec une longévité que peu de personnes peuvent égaler, marquant l'opinion par ses qualités de tribun et ses propos délibérément choquants. Président du Front National depuis 1972, il aura été l'homme qui aura remis l'extrême droite française au centre du jeu politique, réussissant même l'exploit de se qualifier pour le second tour de l'élection présidentielle en 2002. Dans ces conditions, n'en déplaise à l'UMA, la présence de Jean-Marie Le Pen au CFJ n'a effectivement rien d'un scandale, d'autant plus que l'actualité s'y prête particulièrement. L'actualité de Jean-Marie Le Pen, tout d'abord, à 82 ans et presque 40 ans de présidence du Front National, le fondateur du mouvement passera la main en janvier 2011. La guerre de succession s'annonce musclée. Marine Le Pen ou Bruno Gollnisch. Entre la fille du vieux chef et l'éternel numéro 2, les militants devront trancher, désigner celui ou celle qui mènera la bataille des élections présidentielles de 2012. Mais avant de passer le flambeau, et en attendant peut-être vos mémoires, Jean-Marie Le Pen a choisi de révéler ses derniers secrets dans un livre du journaliste du Parisien Azzedine Ahmed Chaouch, intitulé « Le testament du diable », que beaucoup d'étudiants ont lu ici. L'actualité politique du pays est également, à mon avis, assez propice à notre rencontre.
débat sur l'identité nationale, polémique sur l'expulsion des Roms, montée des tensions sociales et de l'insécurité, flirt prolongé du président de la République avec l'extrême droite. Le FN n'en devenait pas tant pour revenir sur le devant de la scène politique. Voilà donc autant de sujets sur lesquels nous pourrons nous interroger. Mais avant cela, je laisse la parole à Morgane qui va vous faire une petite présentation sur la montée des extrêmes en Europe. Bonjour, alors oui, je vais faire très rapide parce que mes deux collègues ont déjà un peu longuement. La droitisation de l'Europe, c'est le thème de la conférence aujourd'hui. Je vais vous faire un petit état des lieux en remontant au premier séisme récent qui a eu lieu en 1999 avec l'entrée du FPO en Autriche au gouvernement. Voilà. Une des premières fois qu'un parti d'extrême droite formait une coalition, en l'occurrence c'était avec le Parti conservateur. Il venait alors d'obtenir 27% aux élections législatives, un niveau que ce parti, le FPO, vient à nouveau d'atteindre il y a quelques semaines, il y a 3 semaines exactement, à Vienne lors des élections provinciales. 3 ans après, c'était un nouveau séisme, cette fois en France, lorsque le leader du Front National, Jean-Marie Le Pen, s'est qualifié au second tour de la présidentielle. Ça n'a pas créé une réelle dynamique pour le FN, puisqu'en 2007, on le sait, une mauvaise année électorale pour le Front National, tant aux présidentielles qu'aux législatives. La raison est notamment que la plupart des électeurs frontistes ont été séduits par le discours de droite décomplexé de Nicolas Sarkozy, un Nicolas Sarkozy qui d'ailleurs a fait la une il n'y a pas très longtemps de l'hebdomadaire Newsweek, qui faisait un dossier spécial sur la montée des extrêmes en Europe. Ailleurs en Europe, d'ailleurs en 2007, la droite s'imposait un peu partout, puisqu'à l'époque au Parlement européen, la gauche ne représentait que 26% des sièges, et aujourd'hui encore, centre-droit, droite et extrême droite au Parlement européen représentent plus de 60% des sièges. Alors en 2010, où en est-on? On a vu très récemment plusieurs succès de l'extrême droite. En juin, les élections législatives aux Pays-Bas ont fait du Parti pour la liberté la 3e force politique du pays. Le parti de Geert Wilders a obtenu 24 députés et a obligé les autres partis à former une coalition. Donc, en échange de son soutien, Wilders a obtenu notamment l'interdiction de la burqa et le durcissement de la législation sur l'immigration. Quelques semaines avant, en avril, c'était les électeurs hongrois qui faisaient entrer la droite nationale au Parlement, avec un parti de Jobbik à 16%. On peut aussi citer le Danemark, où le gouvernement libéral conservateur serait privé de majorité sans le soutien du parti du peuple danois, ou l'Italie, où la Ligue du Nord gouverne avec Silvio Berlusconi. En Europe, donc, les élections se suivent et semblent se ressembler. Je n'oublie pas non plus la Suède, où très récemment, le Parti des démocrates de Suède a fait son entrée au Parlement. Alors, ces partis sont tous différents. Certains sont plus populistes que réellement extrêmes. Vous, Jean-Marie Le Pen, d'ailleurs, récusez ce terme d'extrême droite, mais il semble que vous considérez le Front National comme un parti de centre-droit. D'autres partis en Europe viennent de la droite libérale. Wilders, par exemple, défend la lutte contre l'homophobie et défend le droit à l'avortement. Mais une de leurs caractéristiques communes à tous ces partis, c'est la critique de l'immigration et notamment le rejet de l'islam. C'est Geert Wilders, toujours lui aux Pays-Bas, qui est le premier à réellement hisser ce drapeau de l'anti-islam en 2005 avec son film Fitna. Il comparaît d'ailleurs actuellement devant un tribunal aux Pays-Bas pour incitation à la haine raciale. Il a notamment qualifié l'islam de fasciste et a réclamé l'interdiction du Coran, qu'il compare à Mein Kampf. Il y a eu ensuite, toujours sur ce thème de l'anti-islam, la votation anti-minaret en Suisse, proposée par l'UDC. Le Vlaams Belang en Flandre et le Parti du peuple danois avaient proposé des petites initiatives chez eux. Et le FPO en Autriche avait fait campagne à Vienne sur ce thème. Même les pays où l'extrême droite semble ne pas prospérer tant que ça, semblent touchés par ce phénomène. Le 16 octobre, Angela Merkel, qui n'est pas très connue pour son radicalisme, a vivement critiqué l'immigration. Elle a notamment déclaré que le multiculturalisme a échoué et elle a ajouté que l'Allemagne n'a pas besoin d'une immigration qui pèse sur son système social. Alors cette sortie fait suite au livre de Thilo Sarrazin, L'Allemagne court à sa perte. Cet homme de gauche a fait scandale cet été en défendant sa thèse qui est que les Allemands de souche diminuent, que l'immigration augmente et que du coup le pays perd son identité.
C'est des thèses qui ont provoqué un tollé, mais qui ont, semble-t-il, fait mouche, puisqu'aujourd'hui, en Allemagne, il n'y a pas un seul jour ne passe sans qu'il y ait un débat sur ce thème, et son livre s'est déjà vendu à 700 000 exemplaires. Voilà en gros l'état des lieux actuellement de la droite en Europe. Je vais vous tendre le micro, vous laisser une dizaine de minutes, pas plus, c'est la tradition, pour nous apporter votre point de vue là-dessus, et on passera ensuite aux questions. Je voudrais remercier les organisateurs de cette journée, de leur invitation. Je n'ai pas le sentiment d'avoir abusé de l'hospitalité, puisque j'ai été invité pour la deuxième fois en 25 ans, ce qui n'est pas excessif, je pense. Et je voudrais préciser un certain nombre de choses. Ma vie politique n'a pas commencé en 1974 avec le Front National, où j'avais réalisé d'ailleurs un résultat qui est très mnémotechnique, puisque j'avais fait 0,74% en 1974. Mais j'avais eu une vie politique avant. Je suis dans la politique active, si on peut dire, depuis 55 ans, puisque j'ai été élu le 1er janvier 1956, député de Paris, que j'ai été le chef du groupe parlementaire des poujadistes pendant qu'ils existaient, enfin pendant la première année en tous les cas, et que j'ai été rapporteur du budget de la guerre en 1958. J'ai donc eu un certain nombre de fonctions officielles en quelque sorte. Ma vie politique ne s'est pas arrêtée là, même si elle a connu des hauts et des bas et des périodes désertiques. Même qui, dans notre pays, n'a pas connu ce genre de période. Vous vous préparez un métier dangereux et difficile. Dangereux, pas encore dans notre pays, je souhaite qu'il ne le soit jamais, mais dans beaucoup de pays du monde, vous savez que les journalistes sont souvent la cible des passions diverses ou même des commandos de diverses organisations. Et un métier difficile, parce que la situation, je pense, dans les années qui viennent, va être singulièrement décoiffante. Et par conséquent, vous serez à même d'être sur le terrain pour l'observer et en rendre compte, avec votre propre sensibilité, mais aussi en respectant un certain nombre de règles qui sont celles de la vérité. Ce n'est pas toujours le cas, ni partout. Vous vous souvenez, peut-être qu'à Moscou, on disait que dans la Pravda, il n'y avait pas d'Izvestia, et dans les Izvestia, il n'y avait pas de Pravda. Pravda, c'est la vérité, et Izvestia, c'est les nouvelles. Ce qui voulait dire que dans les nouvelles, il n'y a pas de vérité, et dans la vérité, il n'y a pas de nouvelles. Voilà. Donc il y a des pays où la presse est muselée. Dans notre pays, à nous, il semble qu'elle soit contrôlée quand même par les grandes forces financières, quelles qu'elles soient, y compris l'humanité, car ces journaux ne vivraient pas de leur propre indépendance s'ils y étaient contraints. C'est quand on doit toujours penser qu'un certain nombre de forces peuvent jouer dans un sens ou dans l'autre. Alors je voudrais relever une petite inexactitude dans ce qu'a dit votre directeur. Il n'y avait aucun rapport, ni personne de compromis dans les attentats contre le général de Gaulle qui soit du Front National. Strictement personne, et jamais le Front National n'a été mis en cause. Pensez donc que si on avait pu le mettre en cause, on n'aurait pas manqué de le faire. Bon, cela étant dit, pourquoi je n'aime pas qu'on dise qu'on soit d'extrême droite? Parce que je constate que la sémantique a des finesses et des astuces. C'est que extrême gauche, ça fait gauchiste, et extrême droite, ça fait extrémiste de droite. Alors que théoriquement, la notion d'extrême droite ou d'extrême gauche est une notion géographique parlementaire, elle prend un caractère moral, là, et une ambiguïté qui dessert, me semble-t-il, l'opinion que nous représentons. Il faut savoir, mesdames et messieurs, que les politologues ont constaté quels sont les électeurs du Front National, et quels sont les Français qui font confiance au Front National. Nous sommes les premiers chez les ouvriers, les premiers chez les chômeurs, les premiers chez les jeunes. Voilà, ça c'est pas moi qui le dis, ce sont les politologues, et je n'ai pas d'action dans leur maison. Voilà. Alors, ce n'est pas dire que c'est un parti populiste, d'ailleurs curieux que ce mot prenne une acception négative, alors que dans une démocratie, dont la devise est d'ailleurs par le peuple, pour le peuple, avec le peuple, par le peuple, pour le peuple, tout le monde devrait être populiste. Cela étant, moi ça ne me gêne pas, même si on dit qu'on est populiste. Je pense que ce qui est important, c'est que les Français de notre pays ils m'importent plus que les autres. Ce n'est pas de mépris pour les autres nations ni les autres peuples, mais je préfère le mien. Voilà. C'est comme ça, c'est une option. Je suis un partisan de la préférence nationale.
parce que je pense que la préférence nationale est justifiée par l'accès au patrimoine national qui a été constitué par les sacrifices, les souffrances, le travail de générations qui nous ont précédés, et qu'on ne peut pas réduire tout cela à une égalité, à un égalitarisme mondial qui ferait que tous les hommes auraient dans le fond le droit de venir participer au partage des bénéfices d'une action qui a duré pendant des siècles. Bref, la droitisation, je vais tout de suite à la droitisation. Oui, c'est vrai. Quelle est sa raison? C'est une réaction, en fait, car il faut bien dire, le conformisme politique de l'Europe en particulier a été toujours orienté à gauche, voire même à l'extrême gauche. Et la réaction nationale a toujours été dénoncée en quelque sorte avec des assimilations tout à fait inexactes. L'extrême droite, eh bien, c'est le fascisme, c'est le nazisme. Le parti nazi, c'était le parti national-socialiste. Et il y a eu dans le national-socialisme un contenu socialiste considérable qui a transformé la société allemande beaucoup plus qu'aucune force politique ne l'avait fait avant. J'ai rappelé d'ailleurs au président de ma région, M. Vauzel, que le fascisme était né d'un député socialiste qui s'appelait Benito Mussolini, n'est-ce pas? Et que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les deux chefs collaborationnistes les plus célèbres étaient l'un Doriot, l'ancien secrétaire du Parti communiste, et l'autre Déa, l'ancien secrétaire du Parti socialiste. Sans parler des membres, y compris dirigeants de la CGT, qui étaient ministres sous Pétain, lequel maréchal Pétain avait été institué dans son rôle par un vote massif du Parlement de Front Populaire, élu en 1936. Voilà. Ceci pour mettre un petit peu les choses au point, de façon à ne pas avoir à y revenir. Alors cette droitisation, elle est le fait d'une réaction contre l'immigration. Voilà, essentiellement c'est ça, parce que c'est l'immigration massive qui s'est produite à la suite de phénomènes, d'abord une explosion démographique du monde, puisque en un siècle et demi, la population mondiale est passée de 1 à 7 milliards d'habitants, en voie marche vers 8, 9, 10 milliards d'habitants. Par conséquent, c'est cette pression qui a été faite, et en Europe, elle a été particulièrement sensible, puisque dans l'Europe des 27, nous avons été contraints à l'abandon de nos frontières. C'est-à-dire que nos pays sont des pays absolument ouverts, sans défense, d'une part contre les immigrations massives, officielles ou officieuses, ou clandestines, et aussi ouvertes aussi à la concurrence mondiale de pays qui n'ont pas les mêmes coûts sociaux, fiscaux ou environnementaux que les nôtres. Par conséquent, en situation élémentaire de faiblesse, et c'est l'abaissement de notre niveau de vie, la pression de l'insécurité, du chômage, qui sont des conséquences, en partie au moins, dont l'immigration est en partie responsable, eh bien c'est la raison qui a justifié, qui explique qu'une réaction profonde, populaire, s'exprime dans nos sociétés, encore que les systèmes électoraux, surtout chez nous, les empêchent d'avoir une représentation officielle, n'est-ce pas? Et je dois dire que je considère le fait que l'Assemblée nationale, faute d'un système de scrutin démocratique, ne représente pas le pays, crée un fossé entre l'opinion et les dirigeants politiques, fossé qui est lourd de conséquences pour l'avenir. Je crois qu'il serait nécessaire de rétablir un mode de scrutin qui permette à tous les Français de se considérer comme représentés, au moins dans les instances qui, sinon de décision, au moins de discussion. En rappelant à tout le monde, ce qui est généralement oublié, que l'Assemblée nationale française ne vote plus que 20% des lois. 80% des lois qui s'imposent en France sont d'origine européenne. Elles viennent de Bruxelles et de Strasbourg. Je vous le dis d'ailleurs comme un expert, puisque je suis député français au Parlement européen depuis plus de 25 ans. Juste pour commenter, excusez-moi de vous interrompre, pour commencer la conversation, vous dites effectivement que certains partis politiques ne sont pas assez représentés à l'Assemblée nationale. N'avez-vous pas une responsabilité là-dedans, sachant que vous avez finalement toujours refusé d'alliance avec la droite traditionnelle? C'est inexact, ce n'est pas, nous n'avons pas refusé d'alliance. Pour faire une alliance électorale peut parfaitement intervenir
entre des partis qui n'ont pas les mêmes doctrines, ni même les mêmes programmes, puisqu'il s'agit d'un choix alternatif. Et la logique du scrutin à 2 tours conduit en effet des partis très différents les uns des autres à subir. C'est ce que fait la gauche, sans complexe. Pour une raison inexplicable, mais peut-être vous pourrez plancher sur le sujet, la droite parlementaire, le RPR d'abord, puis l'UMP depuis, ont toujours refusé toute forme d'alliance, que ce soit au second tour avec le Front National. C'est si vrai qu'aux élections régionales, quand le Front National a fait élire un certain nombre de candidats UMP, ceux-ci ont été exclus de leur parti pour cela. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous avez refusé l'approche de Christian Vanneste, puisque vous dites que... Pardon, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Christian Vanneste. Vous avez refusé sur, oui, sur votre site internet... c'est l'homme qui a dit nous pourrons parler avec le Front National quand ils auront décroché le portrait de Mussolini de leur salon. Nous n'avons jamais eu le portrait de Mussolini dans nos salons. Voilà, il a peut-être dit ça avant, mais là il a fait une approche qui vient d'une partie de la droite de l'UMP et que vous avez refusé. Donc vous êtes pas. Celle qui fait l'UMP n'est pas seulement responsable. C'est celle qui fait pipi dans sa culotte. Oui, je sais bien ça. Je connais cette elle. Écoutez, aux élections régionales où j'ai fait 23% en PACA, eh bien, il y avait l'UMP était contre moi. Je vous rappelle qu'il y a 36 députés UMP sur 40. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, 36 sur 40. Mais il y a un certain nombre de ces gens-là qui tremblent évidemment devant la montée du Front National, qui pensent qu'ils y risquent leur place et qui sont chargés en quelque sorte de faire des chevaux légers, droitiers, ils droitisent leur discours de façon à faire une concurrence au Front National. Je crois qu'ils se trompent, enfin je crois qu'ils n'auront pas de succès. M. Vanneste fait partie de ces gens-là. Ce sont des gens qui désirent être réélus et qui sont prêts pour cela à faire n'importe quoi. Alors, avant qu'on parte sur toutes ces questions, alliance, succession, j'aimerais qu'on reste un peu sur le thème au début de cette séance de questions-réponses sur la droitisation de l'Europe. Et je vais donc commencer par une question volontairement provocatrice. Un récent sondage montre que 10% des Allemands souhaiteraient le retour d'un Führer qui gouvernerait le pays de main de fer. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je crois que c'est une réaction qui est banale, ça. Dans tous les pays du monde, il y a toujours des gens partisans d'un gouvernement à poigne. Ceux qui sont en particulier, qui constatent que, comme je le dis souvent, malheur au peuple dont les chefs ont les mains molles. N'est-ce pas? C'est vrai, c'est encore plus grave. Mais alors que certains nombre de gens souhaitent une direction plus énergique, et peut-être un Führer, je ne sais pas, ça ne correspond pas à notre sensibilité française, mais que les Allemands en aient 6% d'entre eux la nostalgie ou le souhait, après tout, ça ne m'étonne pas à autre mesure. S'il y a des questions d'étudiants, je rappelle que les journalistes professionnels n'ont pas à poser de questions, c'est la tradition. Quelqu'un veut réagir sur ce thème de la droitisation de l'Europe? Oui. Bonjour. Je suis au Parlement européen, côté d'hommes politiques européens aux sensibilités assez proches, notamment pour le souverainisme et le nationalisme, la préférence nationaliste, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Pourquoi vous ne vous alliez pas avec eux, avec ces hommes politiques justement qui ont des sensibilités politiques proches de la vôtre? Je crois qu'il y a, moi en tout cas j'ai présidé un groupe parlementaire au moment où d'ailleurs le Front National, enfin nous avons eu, la droite nationale a eu un groupe parlementaire au Parlement européen avec un certain nombre de partis italiens, allemands, anglais. Et pourtant vous faites partie des non-inscrits. Pour l'instant, nous n'avons pas suffisamment de députés pour constituer un groupe, mais M. Gollnisch, qui en est chargé, a bien du mal à essayer de le construire, parce que, par exemple, je prends un cas, nous avions dans notre groupe les Bulgares, et puis les Bulgares sont entrés dans leur gouvernement. Bon, par conséquent, leur parti est entré au gouvernement, par conséquent, il leur était difficile d'être dans l'opposition à Bruxelles et à Strasbourg, et dans la majorité dans leur propre pays. En parlant de cette histoire d'alliance, vous avez dit souvent que Nicolas Sarkozy vous avait tout piqué, mais en même temps vous avez été
apparemment séduit par le président de la République et vous avez même songé à une possible alliance avec lui et vous auriez sans doute accepté une place dans un gouvernement d'ouverture. Je ne sais pas ce que vous dites dans... Mais il n'en a jamais été question, c'est l'interprétation de M. Chaouch qui a écrit un très mauvais livre, très plein d'inexactitudes et de notations personnelles dans le style « et à ce moment-là, Hitler pensa ». Comme on dit, il sait ce que les gens pensent dans leur tête. Non, ce n'est pas très... Il y a eu beaucoup de livres écrits sur le front, généralement hostiles. La plupart sont sérieux. Celui-là n'est pas sérieux. Sans parler du livre, mais vous avez sur le sujet la droite qui vous refusait une alliance. Jamais d'avis. Écoutez, il n'y a pas de compatibilité avec le Front National pour l'UMP. Qu'un jour peut-être l'UMP ou une partie de l'UMP change d'opinion sur l'euromondialisme, sur la politique d'immigration massive, et il y aura peut-être une possibilité, d'accord. Tant que cela n'est pas réalisé, bien sûr que non, il peut y avoir des relations de courtoisie. Quand le président de la République m'a invité à l'Élysée, je me suis rendu à cette invitation. Nous avons devisé, exposé nos points de vue. Petite confidence, là, le président m'a dit ce qui expliquerait peut-être qu'il serait amené à faire demain. Je ne suis pas sûr, moi, qu'il se représentera. Mais il a dit, vous savez, moi, ce que je le fais avec passion. Mais je me sens très capable de faire autre chose. Par conséquent, je pense qu'il peut être tenté, s'il ne sent pas le courant populaire suffisamment fort pour le faire réélire, peut-être très tenté de faire autre chose. Voilà. Je voudrais, si vous me permettez, faire une petite mise au point, parce que notre relation est sous-tendue par l'accusation de racisme qui pèse sur moi et sur le Front National. Or, on sait très bien que le communisme s'est muté en antiracisme, non pas peut-être idéologiquement, mais tactiquement. La première fois que j'ai été élu député, mon deuxième de liste était noir. C'était le commandant Roger Sauvage de l'escadrille Normandie-Niemen. Bon. J'ai été le premier homme politique français à présenter la candidature d'un arabe à la députation à Paris. On a parlé de racisme ici, on parlait simplement de tactique politique. Si vous permettez cette petite mise au point, je reviens à votre sujet. La première fois, j'ai été le premier à présenter la candidature d'un arabe à la députation à Paris en 1957. J'ai été le premier à faire élire une musulmane au Conseil régional d'Île-de-France en 1986. Il y a un musulman, il y a une dame noire au bureau politique du Front National. Si ce ne sont pas des preuves évidentes que nous considérons tous les Français, quelle que soit leur race et leur religion, comme capables d'être des citoyens à part entière, et même à l'intérieur de notre parti national. Parce qu'il y a des nationaux, et je peux vous dire, même dans les milieux immigrés, il y a beaucoup de gens qui ont de la sympathie pour l'action du Front National, car ils savent qu'ils sont les premières victimes, et seraient surtout les premières victimes d'un développement de cette immigration massive. Oui, mais justement, pour répondre à leur frustration, pourquoi ne pas tenter d'accéder au pouvoir? On a parfois le sentiment que vous êtes heureux dans votre rôle d'éternel opposant. C'est pas plus gentil comme ça. C'est facile d'arriver au pouvoir. Comment on fait? Donnez-moi la technique, la méthode, et je l'applique. Dans notre pays, l'extrême droite, comme en Italie, il est arrivé. Oui, mais en quel état? Excusez-moi, je ne tiens pas du tout à l'Assemblée à M. Fini, qui est secrétaire général du parti néofasciste, l'a piétiné publiquement et insulté pour devenir le président de l'Assemblée nationale. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il le restera longtemps, je crois qu'il ne l'est plus, mais que son avenir est probablement derrière lui. Mais ce n'est pas du tout cela. Nous avons j'ai initié, je ne suis pas le seul bien sûr, j'ai initié une doctrine politique, sinon une doctrine, au moins un programme politique national. Voilà. Je crois que la nation reste, même au début du XXIe siècle, la forme la plus efficace de lutte contre l'insécurité, le chômage, l'immigration, de la perte d'identité, la perte de culture. Je crois que la nation est un cadre efficace, utile, et sa disparition, sans doute, annonce la désintégration des nations européennes. Car c'est en Europe qu'on pratique, et ce n'est qu'en Europe, dans le monde, qu'on pratique cette politique. Dans tous les autres pays du monde,
on pratique une politique de fierté nationale, de défense des frontières, de défense de l'intérêt national, dans le cadre de la coopération mondiale. Ce n'est pas un propos belliqueux que je tiens. Simplement, je dis que si nous ne nous défendons pas, personne ne nous défendra à notre place. Vous parlez de défendre les frontières, pourtant le Front National a retiré de son programme en 2007 la sortie de l'Europe. Comment vous expliquez ça? Oui, justement, sortir de l'Europe. Vous avez retiré l'idée de sortir de l'Europe? Non, pas du tout. Je suis parti. Il y a plusieurs manières de le faire. Ça peut être à la suite de renégociations avec l'Union européenne. Mais je tiens que l'Union européenne est un gage de faiblesse et même une promesse de mort pour les nations européennes. Je pense même que c'est sa fonction. Je pense même que quand elle aura réalisé cela, et que malheureusement nous serons acculés à la dictature mondialiste, eh bien je crois que l'Union disparaîtra parce qu'elle aura atteint son objectif. Dans ce cas, pourquoi siégez-vous au Parlement européen dans ce cas? Vous ne trouvez pas normal qu'il y ait des députés républicains sous la monarchie? Ils auraient dû se convertir à la royauté pour pouvoir siéger. Je siège et je défends en effet une idée contraire à celle de l'Union européenne. Ce sont mes électeurs qui m'y ont envoyé pour ça et je crois que je remplis ce rôle. On vous a entendu, vous défendez d'être raciste en montrant que vous avez des noirs. Je précise que je ne suis pas. Je ne me défends pas. En nous montrant que vous avez des noirs et des musulmans dans votre entourage. Mais alors pourquoi voir systématiquement l'immigration comme un problème et jamais comme une ressource? Parce que l'immigration n'est pas une chance pour la France. C'est une donnée objective. Parce que la masse des immigrés, il est entré dans notre pays en 35 ans plus de 10 millions d'étrangers. Il continue à entrer à la cadence de 400 000 par an. Et ceci aboutira tôt ou tard à la submersion. C'est déjà le cas dans un certain nombre de villes comme Roubaix, où par exemple les musulmans sont 60%. C'est Marseille où il y a, d'après M. Baudin, 400 000 musulmans. Mais il y a des étrangers qui ne sont pas musulmans. Par conséquent, on peut dire qu'une ville comme Marseille, déjà, est à relative majorité étrangère, même si, bien sûr, une grande partie de ces musulmans sont des Français de papier. Ce sont des Français de papier que je vois quelquefois dans les rues de Marseille, avec le t-shirt, avec la France, la couleur de l'Algérie, n'est-ce pas? Ce qui me paraît d'ailleurs être de la responsabilité de l'État français. Car c'est la double nationalité qui permet cette ambiguïté. Moi, je suis un adversaire de la double nationalité, un adversaire du droit du sol, un adversaire du regroupement familial. C'est très clair. Et si j'étais au pouvoir, il serait immédiatement, les gens qui sont dans notre pays devraient choisir entre leur nationalité française ou l'autre nationalité. Ce serait clair. Vous parlez dans votre programme d'inversion de l'immigration, inversion des migrations. Qu'est-ce que vous faites du coup de ces millions de Français qui sont là, qui sont français? Ben, je crois qu'il faudrait organiser leur retour. Ceux qui ne seraient pas français retourneraient chez eux éventuellement. Mais d'ailleurs, s'ils choisissaient de ne pas être français, ils pourraient être admis au titre d'étranger en France. Mais pas comme français, avec le titre d'étranger et les avantages et les inconvénients qui sont attachés à cette qualité. Vous êtes donc pour la déchéance de la nationalité? Pardon? Vous êtes donc pour la déchéance de la nationalité? Oui, elle a toujours existé d'ailleurs, elle n'est pas pratiquée, mais elle a toujours existé. Je trouve assez normal que quelqu'un qui a été admis à l'honneur d'être français en soit chassé par des crimes inexpiables. Quelqu'un a d'autres questions sur le sujet? Alors, c'est pas une question sur le sujet, vous avez évoqué votre succession qui aura lieu en janvier prochain. Oui. Alors, vous avez exprimé votre préférence, votre soutien à votre fille, Marine. Quelles sont les qualités que possède Marine que n'a pas Bruno Gollnisch? Je crois qu'elles sont très nombreuses, autrement j'aurais choisi Gollnisch. Bon, voilà, j'ai fait un choix que je vous prie de croire objectif. En l'occurrence, j'ai dirigé le Front National pendant près de 40 ans. Je sais donc quelles sont les qualités qui sont nécessaires pour lui permettre de continuer à exister et les défauts qui sont rédhibitoires et qui le conduiraient à sa perte. Faisant cette balance, si vous voulez, eh bien, je suis très nettement en faveur de Marine. Et ceci, sans considération de sa filiation. Parce que quand
quand je me déclare en faveur de la candidature de Marine comme présidente du Front National, je n'ai pas le sentiment de lui faire un cadeau. Parce que être dirigeant d'un parti national dans les années qui viennent, c'est très dangereux, c'est très fatigant, c'est très stressant, n'est-ce pas? Surtout quand on a une charge de famille, etc. C'est quand ça n'est pas un cadeau que je fais à Marine. C'est parce que je crois qu'elle sera un meilleur président, parce qu'elle a la volonté, elle a le dynamisme, elle a le talent qui permettent de le faire. Et elle a un passé militant, n'est-ce pas, de réel, très supérieur à celui de M. Gollnisch. Donc les qualités que Bruno Gollnisch n'a pas, vous avez dit que c'était un universitaire, qui ne connaissait pas bien le terrain, c'est ça en fait? Oui, mais je crois qu'être un universitaire, ça modèle votre sensibilité, votre psychologie. Les grands professeurs d'université ont l'habitude, en arrivant à leur cours, d'être applaudis par des étudiants qui les écoutent respectueusement. Ça n'est pas tout à fait exactement l'ambiance des milieux politiques. Vous savez, c'est Clémenceau qui a dit « L'homme politique doit savoir qu'il déjeunera tous les matins d'un bol de crapaud vivant ». Ce qui est paradoxal dans cette histoire, c'est que finalement Bruno Gollnisch est sur une ligne classique qui vous ressemble peut-être plus que celle de Marine Le Pen, qui sont parfois à prendre ses distances avec vous. Ça ne vous gêne pas qu'elle cherche à tuer le père comme ça? Mais ça, ce sont des mots. Pour le programme, Marine et Gollnisch ont à peu près le même programme, puisque tant au moins que le président est vivant et là, tout le monde se réfère à la ligne qu'il a suivie. Pas toujours, elle n'a pas hésité à vous remettre en cause parfois. Oui, c'est évident qu'on peut avoir. Ce n'est pas le goulag, chez nous on peut avoir une opinion différente et éventuellement l'exprimer. Voilà, il ne faut pas que ce soit dirimant, il ne faut pas que ce soit incompatible avec la ligne générale du mouvement, mais je comprends très bien qu'on puisse avoir des sensibilités différentes. Moi, j'ai connu la guerre mondiale, j'y suis, comme d'ailleurs c'est la référence unique dans notre pays, il n'y a pas d'événements qui se produisent dans quelque domaine que ce soit, sans qu'on fasse référence aux années les plus noires de notre histoire, etc. etc. Bon, quand je suis interpellé sur ce sujet, je réponds avec la sensibilité qui était la mienne. Bon, au risque de vous étonner, moi j'étais résistant à l'âge de 14 ans. Parce que mon père ayant été tué, n'est-ce pas, j'étais orphelin de guerre et il avait gardé en zone interdite, en Bretagne, un fusil Lebel et un pistolet. Et la possession de ces armes vous conduisait au moins ma mère à mort et moi en déportation puisque j'avais moins de 16 ans. Bon, par conséquent, je ne suis pas obnubilé par ces questions-là. Je ne reçois pas beaucoup de leçons de gens qui avaient soit la goutte de lait au nez à cette époque-là ou même n'étaient pas nés. Qui aujourd'hui veulent donner des leçons de résistance, etc. Voilà. De ce côté-là, sur le plan patriotique, je crois avoir fait ma part. Voilà. Sans plus, je ne m'en suis pas prévalu, si vous voulez, mais puisqu'il faut dire la vérité telle qu'elle est, je la dis. Revenons alors sur le sujet précédent, pour en avoir le cœur net. Vous avez parlé d'immigration, vous avez parlé de déchéance de nationalité. Non, c'est pas moi qui en ai parlé, mais j'ai répondu. Vous avez répondu. Est-ce que pour vous, il y a un lien tacite, clair, net entre immigration et délinquance en France? Ah, c'est évident. Il suffit de regarder le fait qu'il y a 80% d'immigrés ou de Français d'origine immigrée en prison. Bon, est-ce qu'ils ne sont pas justement ciblés? Est-ce qu'ils ne sont pas justement... Vous pensez que la police, la justice de l'État choisissent en quelque sorte des accusés parce qu'ils seraient immigrés? Ce que je veux dire, c'est que la délinquance naît d'autre chose que l'immigration. non, mais je ne dis pas que... Elle naît des conditions sociales. Non, bien sûr, mais elle naît de conditions sociales dans un milieu immigré que la France a laissé entrer, ou pour le grand patronat fait entrer, n'est-ce pas, chez nous, et il est évident que l'école de la République n'est pas à la hauteur des nécessités et de sa réputation. Il est vrai qu'il y a des conditions, évidemment, sociales qui iront en s'aggravant, puisque le nombre des immigrés continue d'augmenter, ainsi que le nombre des chômeurs. Par conséquent, les gens qui viennent chez nous ne viennent pas dans l'espoir d'y trouver du travail. 5% des immigrés entrent comme travailleurs, 95% comme demandeurs d'aide sociale. Sur les chiffres que vous avez dit sur les gens qui sont...
Vous parlez des gens qui sont en prison, qui sont français d'origine immigrée. Vous les tirez d'où ces chiffres, sachant qu'il n'y a pas dans le recensement l'origine en France, parce que si vous les avez, on aimerait bien les avoir, monsieur. De même que ces chiffres sur ces immigrés qui rentrent en tant que demandeurs d'aide sociale. Ce sont des chiffres qui figurent généralement tout de même dans les ouvrages consacrés à cela. Et si c'est dans le rapport Miloz, il est quand même assez controversé. Je vous conseillerais vivement la lecture du livre de Michel Tribala, qui est une chercheuse du CNRS, dont le titre est admirable d'ailleurs, s'appelle Les yeux grands fermés, où Madame Tribala, qui n'est pas une amie du Front National, elle a écrit un livre contre le Front National, dit tous les chiffres relatifs à l'immigration sont en France masqués ou truqués. Voilà, c'est elle qui le dit, pas moi. Mais je sais, la réalité, il suffit d'ouvrir les yeux, n'est-ce pas, et les oreilles, pour regarder, d'ouvrir même les colonnes de faits divers de ces journaux, pour s'apercevoir que l'immense majorité des faits délictuels ou criminels sont connotés de patronymes d'origine étrangère. Enfin, sont connotés de conditions sociales. Comment ? Sont connotés de conditions sociales. Mais aussi, mais bien sûr, c'est cumulatif ça. Mais il est bien évident que si vous laissez entrer des gens chez nous alors qu'on sait qu'il n'y a pas suffisamment de logements, encore que je précise qu'en matière de logement, les immigrés ont un droit préférentiel. Vous ne voyez pas pratiquement dans les rues, tant mieux d'ailleurs, mais vous ne voyez pas d'immigrés sans logis. En fait, ils ont une priorité sur les Français. Moi, j'en vois pas raison. Pour une raison que je vous explique d'ailleurs, c'est que le critère, il est retenu exclusivement le critère social. Or, entre Vitru, qui est au SMIC et qui attend depuis 15 ans son F3, et la famille kurde qui vient d'arriver en chemise avec 5 enfants, eh bien c'est la famille kurde qui a le logement et pas Vitru. Voilà. Et Vitru finit par s'en indigner. Je pense que premièrement, vous ne devez pas bien regarder dans la rue, parce que dans la rue, il y a des immigrés qui sont sans abri. Deuxièmement, c'est intéressant que vous parliez des chiffres de Madame Tribala, puisqu'elle a... Je suis ici. Il y a un mouvement qui, chez nous, se fait de l'aide, justement, aux gens qui sont dans la rue, et fait ce qu'on appelle des maraudes. Et bien dans ces maraudes, elles rencontrent presque exclusivement des Européens. Je ne sais pas dans quel quartier elles les font, mais c'est intéressant. Écoutez, vous nous conduirez. Écoutez, prenez contact avec ces gens-là et vous les conduirez dans les endroits où vous avez des immigrés qui sont en effet dans cette situation-là. Il est évident que s'ils viennent d'arriver de Bulgarie ou de Roumanie ou d'Ukraine, il est évident que pendant les premiers jours, ils ne trouvent pas de logement. D'accord, vous me donnerez votre numéro de portable à la sortie. Mais ce que je voulais dire, c'est intéressant que vous citiez Madame Tribala, parce que Madame Tribala a quand même écrit un ouvrage dans lequel elle démontre les chiffres justement du FN sur la politique d'immigration, qui sont les chiffres du rapport Miloz, qui est la personne qui est au conseil scientifique du FN, et sur lequel le FN base à peu près tout son programme. Donc vous citez quelqu'un qui dit que les chiffres sur l'immigration sont masqués et truqués, qui elle-même a dit que les chiffres que le FN donnait étaient masqués et truqués. Non, elle peut dire qu'ils sont inexacts. Elle ne peut pas dire qu'ils sont masqués ou truqués, puisque elle dit que M. Miloz déforme les chiffres. M. Miloz n'est pas un fonctionnaire de l'État, n'est-ce pas? Les chiffres dont parle Mme Tribala sont des chiffres officiels. C'est des chiffres officiels dont elle dit qu'ils sont masqués et truqués, pas de l'affirmation faite par l'auteur d'un livre. Donc elle n'a pas écrit un livre dans lequel elle dit que les chiffres sur lesquels le FN base son programme sont faux. C'est tout ce que vous avez retenu. Ben, bravo, vous êtes un sélectionneur remarquable. Ces fameux 10 millions d'étrangers sur le sol français, vous êtes le seul à avoir ce chiffre. Oui, ça, voilà, c'est pareil, c'est toujours le rapport. Ben non, écoutez, moi j'attends d'être contredit, chiffre en main, par des professionnels, par des gens qui savent ce dont ils parlent. Mais quelles sont vos sources? Vous donnez un chiffre et ensuite vous attendez d'être contredit. Un chiffre qui sort de nulle part et ensuite vous attendez d'être contredit. Il y a des chiffres de l'INSEE que vous réfutez sur votre site, Je crois même que le chiffre qui est retenu, c'est bien plus que ça. À la limite, c'est au total, ça doit être 11 200 000, je crois d'ailleurs. En l'occurrence, je vous donnerai les sources tout à l'heure. D'accord, ça fait 2 000. Pour le moment, les seules sources qui existent et que vous réfutez sur votre site sont celles de l'INSEE, qui sont carrément inférieures. On ne dit pas pourquoi. De l'UMP, bien sûr, ils sont. Non, pas l'UMP, l'INSEE. De l'INSEE. Permettez-moi tout de même de mettre en doute les chiffres officiels de nos organismes d'État. Nous en avons, hélas, beaucoup d'exemples qu'ils sont erronés et quelquefois volontairement erronés.
Malheureusement, il n'y a aucune sanction à ça. Vous avez l'air donc de ne pas considérer du tout l'immigration comme une ressource possible. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais justement, donc, pour rebondir là-dessus, on voit que le vieillissement des populations est un problème actuel d'actualité. Et justement, pour revenir à l'INSEE, mais d'autres démographes indépendants comme François Héran, signalent que l'immigration est justement le seul facteur qui ait freiné ce vieillissement et qui, dans les années à venir, pourrait être un atout pour la France, pour la vitalité démographique. Oui, ça, je sais que il est vrai. C'est pas pour vous une solution. Ils ont raison de souligner que dans le chiffre de natalité dont se targue la France, la partie due à l'immigration est très importante. Donc sans immigration, comment feriez-vous pour... je crois que on donne maintenant 1,9 enfants par femme, alors que je rappelle, il faut 2,1 enfants pour le renouvellement des générations. Mais s'il n'y avait pas l'immigration, en effet, avec les familles en particulier subsahariennes, qui grâce à la 11, 7, 8 enfants multipliés par 4 ou 5 avec la polygamie, eh bien, nous serions à 1,4. Donc il y aura un problème encore plus important de vieillissement de la population. Oui, bien sûr, mais c'est... Comment réglerez-vous ce problème sans immigration? Peut-être une population rajeunie et esclave. Et comment rajeuniriez-vous la population sans immigration? Eh bien, par une politique de natalité, en effet, nationale. Je crois que cela, c'est possible. D'autres États l'ont fait. La Russie de M. Poutine est en train de le faire. Même l'Allemagne de Mme Merkel prend des mesures. Mais évidemment, elles ne sont pas suffisamment énergiques pour engager, en effet, un renouveau de la natalité française. Mais faute de ce renouveau, nos peuples disparaîtront et vous serez plus que moi aux premières loges pour le constater. Justement, moi j'ai sous les yeux le programme du FN pour les retraites. Et alors les deux mesures qui se font là, effectivement, sont celles que vous évoquez, c'est-à-dire l'encouragement de la famille et de la natalité et le retour au plein emploi en France pour pallier au problème de l'Europe. Est-ce que c'est réaliste comme programme? C'est réaliste, oui, c'est réaliste quand on est au pouvoir. Qu'on n'appartient plus à l'Union européenne et qu'on reconstitue ses frontières, qu'on rétablit des droits de douane, qu'on se défend contre la concurrence mondiale des pays qui produisent beaucoup moins cher que nous. Oui, c'est possible. C'est une autre politique. C'est une politique alternative de celle de l'UMPS. Ça, c'est vrai. Mais... On ne ferme pas les frontières, on rétablit les frontières. Est-ce qu'on a vraiment une chance en 5 ans d'encourager la famille et la natalité, de faire, alors c'est une autre méthode de faire comprendre aux immigrés qui travaillent en France Micro, pour les inciter, alors on ne sait pas non plus comment on les incite. On ne sait pas non plus comment on incite les étrangers à repartir pour la retraite chez eux. On ne sait pas non plus comment on encourage la politique de la famille, puisque vous avez la plupart de vos électeurs sont des ouvriers, des gens qui souvent aussi, vous savez qu'il y a des problèmes s'il y a une natalité, c'est aussi un problème. Je vais vous faire de la peine. Si j'étais au pouvoir, je dirais tout de suite au monde en voie d'immigration. Si vous voulez venir en France, vous pouvez venir, vous êtes souhaité comme touriste. Mais si vous venez autrement, vous devez savoir que vous n'aurez droit à rien. Vous n'aurez pas droit aux écoles gratuites pour vos enfants. Vous n'aurez pas droit aux hôpitaux gratuits pour vos malades. Vous n'aurez pas droit au logement social. Vous n'aurez pas droit aux aides sociales, voilà. Et ceux qui voudront venir se débrouilleront tout seuls. Mais c'est ça la possibilité. C'est vrai que je fais un choix national, et je le fais à un moment déterminant. Parce que si vous ne faites rien, eh bien vous aurez en effet des phénomènes qui vont continuer de s'aggraver comme ils le font. Vous n'avez qu'à regarder les chiffres. Alors, si vous contestez évidemment la montée de l'insécurité, la montée de la délinquance, la montée de la criminalité, bah, évidemment, c'est difficile de trouver un terrain d'entente. Mais c'est pas trop tard pour faire augmenter la natalité au niveau des retraites, le temps que tous ces bébés, admettons qu'ils soient faits en 2012, si votre fille est élue, ils mettront des décennies avant d'arriver sur le marché de l'emploi. Non, pas des décennies. Je sais bien qu'on est partisan des études longues en France, mais pas des décennies, donc je ne crois pas. Mais je crois d'ailleurs déjà qu'ils sont déjà des consommateurs en essence. Hein. Ils participent à la vie économique de la nation. Et puis, si vous pensez que c'est trop tard, eh bien je vous plains, parce que votre avenir ne va pas être gai. Tant qu'on est sur le dossier des retraites, dans votre programme, vous dites que vous maintenez les 40 annuités, mais il n'y a pas d'âge légal de départ à la retraite. Vous avez dit tout à l'heure qu'une partie de votre électorat est ouvrier.
une grande partie de cet électorat est très attachée au départ à 60 ans, à l'âge légal de départ à la retraite. Comment est-ce que vous allez faire pour concilier à la fois votre programme qui ne leur est pas du tout adressé et pour les avoir quand même en 2012? Mais ça dépend des professions. Il y a des professions où il est tout à fait légitime, et d'ailleurs c'est le cas dans beaucoup de situations, de partir plus tôt à la retraite parce qu'on a exercé des métiers soit dangereux, soit particulièrement éprouvants sur le plan physique. Écoutez, moi je suis dans la classe politique le seul probablement qui ait été travailleur manuel. J'ai fait les deux des métiers les plus difficiles qu'il y a. Peut-être les plus difficiles, mais parmi les plus difficiles. J'ai été mineur de charbon. J'étais à moins 700 mètres, tiens, comme les mineurs chiliens. Et j'ai été marin de chalutier. Marin-pêcheur de chalutier. Je suis d'une famille de marins-pêcheurs d'ailleurs. Ben, je peux vous dire que ces métiers-là sont très durs. Et qu'un marin-pêcheur parte à la retraite à 55 ans, je trouve ça tout à fait normal, même à 50. Parce qu'il est en fait usé, il a travaillé 20 heures par jour pendant les années de sa jeunesse et de son âge mûr. Je trouve ça normal. Donc, tout ça, c'est possible. C'est en quelque sorte la retraite à la carte. Mais si on ne rétablit pas, sinon le plein emploi, au moins si on ne s'en rapproche pas, eh bien, aucune des mesures qui sont prises, et les nôtres sont les plus pusillanimes, si on les compare à celles de tous les autres pays européens, passer de 60 à 62 ans, c'est dérisoire. Je dois vous dire, si j'avais été M. Sarkozy en 2007, j'aurais dit le gouvernement socialiste a choisi une politique aberrante en passant de 65 à 60 ans et de 39 à 35 heures. Ces deux mesures sont abrogées. Et tout ça serait passé normalement. Monsieur Monroy vient nous dire, tel un prophète de la Bible, rendez-vous compte, après le cadeau que j'ai fait à la France de passer à la retraite à 60 ans, mais les avantages acquis ne sont acquis que pour autant que la situation économique le permet. Elle ne le permet plus. Voilà. Et le permettra de moins en moins dans un pays dont les déficits deviennent vertigineux. Le déficit de la sécurité sociale, 30 milliards. Le déficit de l'État, 150 milliards. La dette de l'État, 1600 milliards. Il suffirait que nous soyons, que notre notation soit modifiée par une des agences qui sont d'ailleurs américaines, n'est-ce pas? Eh bien, pour que le coût de la dette, qui est de 50 milliards annuels, passe à 100 milliards ou à 150 milliards. Nous sommes au bord de la ruine. Il faut vous en convaincre, n'est-ce pas? C'est ça le problème de demain. Il faut essayer de s'en sortir. Et on ne va pas s'en sortir en appliquant les mesurettes préconisées, soit par l'UMP, soit par le PS. Tout le monde en est conscient. Je vais revenir sur une question qui vous a été posée tout à l'heure, à la question 10% des Allemands ne seraient pas étonnés, souhaiteraient un retour d'un Führer pour guider le pays. Vous avez dit que vous ne seriez pas étonné outre mesure par le retour d'un gouvernement à poil. J'aurais aimé savoir si vous pouviez préciser cette idée. Non, ce n'est pas du tout. Je n'ai pas employé cette formule d'ailleurs. Laquelle? J'ai dit que malheur au peuple dont les chefs ont les mains molles. Auparavant, vous avez dit gouvernement à poil. Non, mettons même gouvernement à poil, un gouvernement qui fasse respecter les lois. Voilà, un gouvernement qui fasse respecter l'ordre public. Mais vous savez un gouvernement qui fasse respecter les décisions de justice. Tenez, à ce propos, 80 000 condamnés à la prison ne peuvent pas être en prison parce qu'il n'y a pas assez de prison. Monsieur Le Pen, vous savez bien que lorsque l'on dit Führer, on associe évidemment, et vous peut-être pas, mais en tout cas beaucoup de Français associent ce terme au nazisme. Alors j'aurais aimé oui, savoir... monsieur, d'accord, là on condamne le Führer, on condamne Staline, mais pas Lénine. J'ai vu monsieur Frêche avait fait une statue à ce tueur en chef qui était Vladimir Ilitch. C'est pas... oui, c'est ça. J'aurais aimé que vous me confirmiez l'association Führer, gouvernement à poil, tout simplement. Non, je crois que le Führer est un gouvernement, d'ailleurs officiellement totalitaire, comme l'était d'ailleurs le gouvernement fasciste. Sa définition, c'était un gouvernement totalitaire. C'est vrai, je l'ai constaté, voilà. Donc vous revenez sur les propos de tout à l'heure, en fait. Mais non, monsieur, je ne reviens pas, je ne m'excuse pas, je n'ai rien à voir avec le Führer, ni avec Adolf Hitler, ni avec le Parti national-socialiste, voilà. Je suis un Français patriote. C'est assez différent. Et j'ai combattu les Allemands, moi. Bonjour. Je voudrais vous demander, vous avez évoqué tout à l'heure la politique d'immigration massive qui est la cause de beaucoup de maux de notre pays. Mais aujourd'hui, alors, on les renvoie en charter où on dépense beaucoup d'argent justement pour les éloigner de notre pays. On a créé un ministère pour ça.
est-ce que vous pouvez encore soutenir que la France mène une politique d'encouragement à l'immigration, d'immigration massive? C'est de la pantomime, ça. On renvoie des Roms en Europe, n'est-ce pas, d'ailleurs, hein, au mépris des traités européens, d'ailleurs, en leur donnant un pactole pour repartir, ce qui leur permet de revenir, d'ailleurs, 15 jours, 3 semaines après, ou même quelquefois le lendemain. C'est dérisoire, ça. On n'expulse pas de pays, des ressortissants d'autres pays, et je dois reconnaître que c'est très difficile, car renvoyer un avion de Maliens au Mali, cela postule l'accord du gouvernement malien, qui ne tient pas très souvent à voir revenir, c'est souvent des éléments indésirables chez lui. Moi j'ai un jour, comme ça, dans un dîner au Maroc, avec les ministres marocains, je leur ai dit, mais il faudrait qu'on se mette d'accord quand même pour que le retour des Marocains qui sont en France, chez vous, évidemment, vous les avez, ben gardez-les. On ne tient pas du tout à les ravoir. Voilà. Je veux la dissuasion, madame, la dissuasion. C'est quand une personne ne se sentira plus favorisée d'être en France, bien, ils iront ailleurs, d'autant qu'ils n'ont pas de pays d'immigration intéressants. L'Arabie Saoudite, le Koweït, un certain nombre de pays comme ça, qui sont des pays riches, qui sont, je pense, de nature, à pouvoir héberger des gens, mais n'importe comment, comme il y aura 1 milliard de plus d'habitants en 2 ans ou 5 ans, ou à 2 milliards dans 20 ans, la situation n'est pas prête d'être résolue. Et si nous ne sommes pas résolus à nous défendre, qui nous défendra? Si vous considérez que la France peut être partagée avec toute la misère du monde, comme disait M. Rocard, encore que cette formule est acceptable quand c'est Rocard qui l'exprime, pas du tout quand c'est Le Pen. Bon, c'est la connotation personnelle. Voilà, surtout, je dis franchement, moi je n'ai aucune hostilité, je peux vous dire que ça vous étonnerait peut-être, mais certains de vos confrères journalistes qui ont pu le constater à mes côtés, de voir comment je suis salué et considéré souvent dans les milieux émigrés et par les immigrés, surtout quand ils sont travailleurs. Les immigrés travailleurs, ils sont pour le Front National. Micro. Oui, c'est... Oui, c'était des Français. C'était des musulmans français à l'époque, oui. C'est ça. C'était des musulmans français. J'ai été un partisan de l'Algérie française. C'est vrai. Par conséquent, j'ai considéré, on ne peut pas dire que j'ai pu considérer les Algériens comme des gens extérieurs à la nationalité française. Puisque, et je leur suis toujours resté fidèle, comme pourraient en témoigner les mouvements de Harki, que j'ai toujours soutenus et qui ont été traités de façon abominable par l'État français. Donc à l'époque, vous étiez pour l'intégration, oui. Et maintenant, vous ne l'êtes plus. Ben, je ne suis pas pour l'intégration des étrangers. J'étais pour l'intégration... Vous étiez pour l'intégration des étrangers dans leur propre pays, donc. Oui, absolument. J'étais partisan de l'Algérie française. Je voulais qu'il soit mis fin à l'injustice qui frappait les musulmans français en Algérie, je l'ai dit ailleurs, en Algérie, et j'étais partisan en effet de mesures destinées à leur permettre une intégration totale selon les promesses solennelles qui leur avaient été faites par le général de Gaulle et qui ont été non moins solennellement trahies. Il n'y a que ces descendants de l'Algérie française, ces musulmans français d'après vous, qui peuvent être élus au sein de votre parti et qui peuvent avoir un poste de représentation dans la politique française. Qu'est-ce que vous faites des autres musulmans français qui ne sont pas descendants de cette Algérie française et qui sont pourtant en France et qui y habitent et qui ont la nationalité? C'est ce que je conteste, c'est la raison pour laquelle je voudrais que le choix soit clair, que ces musulmans qui ont été nationalisés, malgré eux, je parle des étrangers, hein, des gens algériens, marocains, tunisiens par exemple, qui ont été rendus français automatiquement, malgré eux, soit par le droit du sol, soit par la naturalisation, soit par un autre système, de donner le choix. Est-ce que, puisqu'on supprime la double nationalité, vous ne pouvez pas être français et algérien, par exemple. Faites le choix, et selon le choix que vous ferez, eh bien, si vous vous déclarez français, je m'efforcerai de toutes mes forces de vous intégrer socialement, sociologiquement à la nation française,
Sinon, eh bien, vous serez un étranger en France, et peut-être hors de France. Je voudrais revenir sur votre succession à la tête du Front National. Il est assez probable que ce soit votre fille qui prenne la tête du parti, et elle est considérée comme étant plus fréquentable. Est-ce que vous n'avez pas peur, si elle arrive à la tête du FN, que ça institutionnalise le parti et que vous vous éloignez de votre base militante et de vos électeurs? Je n'ai qu'une seule peur, c'est que le ciel me tombe sur la tête. En dehors de ça, je n'ai peur de rien. Par conséquent, quand je ne serai plus président du Front National, mais je crois que je resterai, un peu comme la statue du commandeur, je serai président d'honneur, avec accès à tous les niveaux, aux organes de direction du Front National. Il y a un certain nombre de changements qu'on ne pourra pas faire, je pense, sous mon œil bienveillant. Alors, je ne crains pas cela. Je crois que les dirigeants du Front National sauront adapter leur stratégie politique à la situation du pays telle qu'elle sera à ce moment-là. Et donc, une normalisation du FN, vous ne créez pas des scissions de groupes identitaires qui voudraient garder la ligne actuelle ou même déjà passer sur le national? Nous avons toujours été concurrencés sur notre droite par un parti politique dont les liens avec le gouvernement sont apparus au moment voulu. Le PFN a été le concurrent du Front National pendant 10 ans. Et puis un beau jour, il s'est dissous, ses dirigeants se sont retrouvés au cabinet de M. Pasqua. Mais aujourd'hui, beaucoup de militants... Aujourd'hui, de la même manière, même si des mouvements plus radicaux que le Front National naissent à sa droite, même s'ils ne sont pas d'origine gouvernementale, tôt ou tard, ils auront besoin du soutien de ces organisations, de ces organismes. Aujourd'hui, beaucoup de militants du Front National, justement, vont dans d'autres partis, je pense au Bloc identitaire notamment, justement parce que le Front National, on a l'impression qu'il n'existe pas en dehors de la présidentielle. Ah bon? Écoutez, comme les identitaires sont surtout présents en PACA, ils ont eu l'occasion de s'apercevoir que j'étais là, puisque j'ai fait 23%, alors qu'avec l'aide de M. Bompard, ils ont fait 2%. Excusez-moi. J'aimerais revenir une dernière fois sur la question de l'immigration. Vous avez déclaré en 2007, dans une visite en banlieue, vouloir donner du travail aux immigrés, mais très souvent vous dites que les immigrés volent le travail aux Français. Comment? Vous avez déclaré en 2007 en banlieue, vouloir donner du travail aux immigrés. Et en même temps, vous déclarez très souvent que les immigrés volent le travail des Français. J'ai dit que les immigrés volent le travail des Français. Jamais. Si, notamment dans une interview au Figaro en 2007. Non, je n'ai jamais dit cela. C'est faux. Je combats, oui, ben vous me l'apporterez. Je combats l'immigration, la politique d'immigration menée aussi bien par la gauche que par la droite depuis 35 ans. J'ai toujours dit dans tous mes discours, sans exception, j'ai dit vous ne devez pas en vouloir aux immigrés. Les seuls responsables de cette situation sont les politiciens français de droite et de gauche. Je n'ai jamais impliqué les immigrés à titre individuel ou collectif en tant que tels. Je condamne la politique d'immigration, dont ils sont d'ailleurs aussi en partie victimes. Monsieur Le Pen, on l'a tous constaté, vous êtes en forme là, vous êtes en vert. Pourquoi est-ce que vous vous retirez? Vous vous sentez fatigué? Vous avez vous retiré pour votre fille, pour laisser la place? Comme disait Ferdinand Lope, à se retirer trop tôt, on n'engendre pas, c'est vrai. Mais j'ai passé... Oh là là! La citation est de Ferdinand Lope, elle n'est pas de moi. Elle n'est pas connue, c'est un personnage du quartier latin. Bon voilà, et je me suis retiré parce que je constate que ce sont les mêmes qui me reprochaient de ne pas organiser ma succession, qui aujourd'hui me reprochent de l'avoir organisée. Alors, bon, j'ai un âge raisonnable, bon, voilà. Je ne suis pas à la retraite, et je n'y suis pas tout de suite, puisque je suis député européen pour 4 ans, et je suis aussi conseiller régional pour à peu près la même durée. Bon, j'aurai 86 ans, peut-être que je me représenterai, après tout, pourquoi pas. Si je me sens en forme, je ne crois pas au problème d'âge. Il y a des jeunes vieux et il y a des vieux jeunes. Voilà, c'est comme ça dans la vie. La vie est très injuste et très inégalitaire. C'est une constatation qu'il faut faire. Voilà. Monsieur Le Pen, vous êtes fatigué ou pas? Vous vous retirez parce que vous avez plus envie? Non, je me retire parce que je considère qu'il est normal de préparer l'avenir et de passer la main à des gens des générations suivantes. Mais pourtant, Monsieur Le Pen, vous savez très bien que votre retrait va pénaliser le Front National. Vous savez très bien que votre retrait va pénaliser le Front National. Mais je ne le crois pas. Vous êtes l'image, vous l'incarnez, le Front National. Je ne le crois pas, mais je crois que Marine l'incarnera très bien. Je ne l'incarne pas autant que vous aujourd'hui, vous en êtes conscient. Vous verrez que si, je vous assure que j'ai regardé une ou deux fois
les salles qu'elle réunit, elle bénéficie du même enthousiasme que celui dont je pouvais bénéficier moi-même. Non, ne criez pas cela. Et puis, bon, ben voilà, il se trouve que l'homme est mortel, je le regrette vivement. Mais c'est ainsi, et que, à mon âge, préparer la succession me paraît raisonnable. Voilà, ça mettra au moins fin au ragot qui disait que je ne pouvais pas me détacher, que c'était comme une bernique sur le rocher breton, je n'arrivais pas à me détacher de ma fonction. On me détache très bien et sans problème. Il va falloir que j'écrive mes mémoires, quand même, et autrement qu'en confiant quelques bribes à M. Chaouch. Et, Monsieur Jeune, bonjour. On est au centre de formation des journalistes, donc j'aurais voulu un peu aborder la question du journalisme avec vous. Ça fait plusieurs décennies déjà que vous évoluez dans le milieu médiatique. Et j'aurais voulu savoir si vous-même vous aviez noté un changement dans vos relations avec les journalistes, si vous trouviez qu'aujourd'hui ils étaient plus pugnaces ou à l'inverse plus déférents à votre égard, et à la fois dans vos relations personnelles et aussi dans la façon dont vous êtes traité dans la presse. Je n'aurais jamais demandé d'être déférent à mon égard. Non. C'est vrai que je crois qu'il y a moins d'agressivité de la part de beaucoup d'entre eux d'ailleurs, parce que beaucoup d'entre eux me connaissent. Ils ont eu la possibilité de voir la différence qu'il y avait entre l'image qui était projetée de moi à l'extérieur et la personne qu'ils avaient en face d'eux. Et ils ont pu constater, comme l'a avoué l'autre jour, je sais pas, c'est M. Moati qui a dit, voilà, moi je suis juif socialiste. Eh bien, je dois dire que j'avais à l'égard de Le Pen toute une série de préventions, et que de le rencontrer, de le contacter, de le voir vivre au milieu des siens, eh bien j'ai révisé un certain nombre des préjugés qui étaient les miens. Et c'est ce que je souhaite en vous ayant rencontré ce matin, puisque vous êtes jeune, que vous allez, j'espère, occuper des postes de responsabilité dans nos journaux, que j'espère libres, n'est-ce pas, et que vous aurez cette responsabilité. Et je crois, vous savez, j'ai un proverbe, proverbe paysan qui dit, la nuit, quand tu es sous un arbre, et qu'il en tombe des pommes, il doit s'agir probablement d'un pommier. Vous voyez comme l'opinion est mesurée, n'est-ce pas? Monsieur Le Pen, vous êtes convoqué cet après-midi au tribunal correctionnel de Paris à propos des affiches qui avaient été développées par le mouvement jeune du Front National, notamment en région PACA, région où vous avez été conseiller régional. Des affiches qui affichaient non à l'islamisme. Selon toute vraisemblance, vous ne devriez pas vous y rendre. C'est ce que vous avez annoncé par l'intermédiaire de votre avocat. Pour quelle raison, alors même que pendant la campagne des régionales, vous êtes monté au créneau pour dénoncer leur interdiction? Non, parce que je considère que d'ailleurs, mon avocat n'aura pas trop de mal à la suite de la déclaration de M. Ben Laden. Parce que j'ai été condamné en référé pour cette affiche non à l'islamisme, où figurait une femme en burqa et comment dirais-je, une carte de France, représentant avec les couleurs de l'Algérie. Il a jugé que ça pouvait être offensant pour l'Algérie, le drapeau algérien était représenté. Moi j'ai aussi, oui, je comprends la susceptibilité de M. Bouteflika, mais je n'en tiens pas grand compte, très sincèrement, compte tenu de la manière dont il parle de notre pays. Par conséquent, j'ai exprimé, en effet, une ligne politique non à l'islamisme. Alors, est-ce que en France, la magistrature condamne le fait de dire non à l'islamisme? On va jusqu'à dire, ah oui, mais il y a des minarets en forme de missiles. Non, mais c'est pas moi qui ai fait que les minarets ont une forme de missile. Ce sont les minarets eux-mêmes. Mais si on regarde bien la représentation, on s'aperçoit qu'il y a des balcons. Les balcons du minaret qui ne sont pas très aérodynamiques, il faut bien le dire, pour une fusée. Il reste encore environ 5 minutes de questions. Monsieur Le Pen, vous parliez tout à l'heure, je suis là entre les caméras, caché. Vous parliez des médias qui vous considèrent plus, ou tout du moins vous n'êtes pas diabolisé comme vous l'étiez avant. Est-ce que finalement c'est pas mauvais pour le FN? Avant vous choquiez, aujourd'hui l'UMP vous a un petit peu tout volé. Les Sortefeux s'occupent des blagues racistes, Sarkozy s'occupe des droits. N'exagérons pas le risque. Le CSA, en 2008, a reconnu que le Front National avait eu 0,68% de l'espace médiatique. 0,68%. Alors que c'est quand je n'ai pas trop débordé sur l'actualité. Et je crois que il y a un journal qui doit être, je pense que c'est le Figaro Magazine, qui publie 5 photos qui sont les gens dont on a parlé le plus dans la semaine. Je crois qu'une fois, il y a eu Marine, en 5e position, et que jamais je n'ai paru, moi.
Et je vous signale qu'il y a mon attaché de presse, directeur de mon service de presse est là, il peut vous dire qu'il y a déjà un bon moment que je n'ai pas été invité ni à la télévision, ni à la radio, ni sur des grands médias. Voilà. La question c'était ça vous sert ou ça vous dessert? Est-ce que votre dédiabolisation vous sert ou vous dessert? C'est quoi la dédiabolisation? Elle n'est pas de notre fait, la diabolisation. C'est pas le Front National qui s'est déguisé en diable comme au carnaval. Nous avons des opinions, nous avons défendu. Certains ont prétendu, des adversaires ont prétendu que ces opinions étaient diaboliques. Et que par ce cas, il fallait nous diaboliser. Vous avez vu ce matin des gens, y compris des syndicats de journalistes, qui disent « Mais il ne faut surtout pas rencontrer Le Pen ». Ça me rappelait d'ailleurs la fameuse, comment dirais-je, le fameux conseil donné par le directeur du Monde à son rédacteur en chef, je crois, qui voulait aller en Algérie, qui lui disait « Je veux aller voir moi-même ». Il dit « Surtout n'y va pas, tu perdrais ton objectivité ». Il dit « Voilà, moi je vous conseille, quand vous avez un doute sur quelque chose, montez au filet, allez voir vous-même. Jugez par vous-même, ne croyez pas ce qui est dit par vos confrères ou ce qui est dit à la radio, à la télévision ou par le voisin qui a vu l'ours. Allez-y vous-même et jugez par vous-même. Monsieur Le Pen, vous vous souvenez donc que la candidature de votre fille à la présidence du FN, vous êtes donc en accord avec toutes ces idées politiques, est-elle totalement en accord avec la politique de l'immigration que vous avez développée jusqu'à maintenant? C'est à elle qu'il faut poser la question. Pas à moi. Je pense si vous la soutenez, c'est que vous avez quand même un accord. C'est la ligne officielle du bureau politique. C'est la ligne officielle de nos congrès. Jusqu'à normalement et jusqu'à preuve d'un nouveau congrès et une nouvelle définition, c'est la ligne que nous suivons, bien sûr. On la sent plus tendre quand même sur des questions sociétales. On la sent plus tendre que vous, un peu. C'est une femme. Elle a c'est une histoire de genre. C'est non. Et les générations. Mais bien sûr, chacun sait. Je ne sais pas si vous savez que les sexes différents ont des sensibilités qui ne sont pas absolument superposées. Du coup, c'est une femme. Dans le fond, vous êtes d'accord. Elle a 40 ans de moins que moi. Elle n'a pas vécu les mêmes expériences. Elle est directement en charge de 3 enfants. Elle connaît les difficultés des générations de son temps. Elle a une autre manière de voir les choses, mais je crois que sur l'essentiel, c'est ça qui compte, sur l'essentiel, elle a exactement les mêmes idées que moi. Et si je l'ai soutenue, si je la soutiens, c'est parce que je la crois la plus capable. Ça ne veut pas dire du tout que M. Gollnisch ne soit pas respectable. Mais je prends souvent une métaphore. Je dis, Gollnisch, il est champion olympique de natation. Mais ce dont on a besoin, c'est un pilote de Formule 1. C'est pour ça qu'il ne faut pas choisir le nageur. Mais votre succès, M. Le Pen, c'est cette diabolisation. C'est justement, c'est comme ça que vous attirez les médias, en choquant par des phrases comme... Non, ne voyez pas cela. Mais je n'ai pas fait de phrase sur l'Holocauste, d'abord. Oui. Il faut être précis. Mais ce n'est pas moi qui ai créé le problème. J'émets une opinion, me croyant à tort peut-être, dans un pays libre, où règne la liberté de penser. Aux États-Unis, elle est sévèrement défendue. C'est clair, ça. Mais en France, non. J'ai été de nombreuses fois condamné pour mes opinions politiques, pour des opinions claires. J'ai été condamné, par exemple, pour avoir dit, c'est vrai, j'ai dit, il y a en France 6 millions de musulmans, le jour où ils seront 20 millions, eh bien, nous devrons descendre des trottoirs et baisser les yeux. Et c'est le cas. Sur les Champs-Élysées, vous n'avez qu'à vous y promener, et vous verrez qu'on vous fera baisser les yeux. Voilà, c'est tout. J'ai été condamné en correctionnel lourdement. J'ai été condamné, je ne vous cache rien, là, pour avoir dit l'occupation allemande ne fut pas en France exceptionnellement meurtrière. Si on compare l'occupation allemande de la France avec tous les autres pays d'Europe, on s'aperçoit en effet que c'est en France que la répression a été la moins dure. Monsieur Le Pen, ça va être... On va finir. Excusez-moi, une question. Si un jour vous, les vôtres, vous arrivez au pouvoir en France et que vous faites des dispositions légales pour chasser tous ces Noirs et ces Arabes de France, parce que c'est ça dont il s'agit. Non, ce n'est pas notre projet. Oui, mais si vous voulez chasser ces étrangers dans l'âme, je ne veux pas chasser les étrangers. Est-ce que... Mais si que ça.
Est-ce que si les dispositions légales ne suffisent pas, vous êtes pour un recours massif à la force physique et armée, puisque vous savez que les banlieues sont en train de s'armer, que même le président de la République et les polices s'écartent des banlieues. Est-ce que vous êtes pour un recours massif et brutal pour déloger ces gens, ces Français de papier? Il est évident que s'il y a insurrection armée des banlieues, je suis clairement pour la répression par la force publique. Ça c'est clair. Nous n'allons pas laisser des minorités armées faire la loi en France. Ça c'est clair. C'est bien entendu ainsi. Juste une chose, c'était la dernière question si vous voulez bien. Je doute pour le coup qu'il y ait des milices en train de s'armer en banlieue aujourd'hui. Monsieur Le Pen, je vous remercie d'avoir répondu aux questions. Je veux, avant que vous ne partiez, rendre hommage à l'esprit journalistique des étudiants du CFJ. Je veux dire que quand on a annoncé votre venue, aucun d'entre eux n'a contesté le fait que vous veniez, même si sans doute tous ne partagent pas, au moins dans le sens de vos vues. T'achètes presse de dire. Ah oui. Alors bonjour, donc, vous êtes étudiant au CFPJ, on vient d'assister à la conférence de Jean-Marie Le Pen. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous a satisfait? Donc moi j'ai trouvé que les échanges étaient de très très bonne qualité, ça s'est fait dans le calme. On a pu éclaircir un certain nombre de points avec M. Le Pen et voilà, je trouve que les étudiants ont été très professionnels, jamais dans l'injonction ou dans l'insulte, mais toujours dans l'analyse des faits, chiffre contre chiffre. Voilà, on a eu pas mal de batailles, notamment sur les chiffres de l'immigration. M. Le Pen avait les siens, les étudiants avaient les leurs. Et j'ai trouvé que c'était de très très bonne qualité. Je trouve que c'était vraiment une très bonne chose que M. Le Pen puisse venir s'exprimer ici et que les étudiants puissent se faire une idée en dehors des médias traditionnels et qu'eux puissent vraiment l'interroger sur les questions qui leur tenaient à cœur. Et voilà. Et alors justement, qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé donc, avant, c'est-à-dire dans l'Humanité, repris en boucle sur le net, pour dénoncer l'avenue de M. Le Pen ici? Ouais. J'ai tendance à penser que c'est pas aux journalistes de faire de la censure. Il y a des gouvernements qui font ça très bien. Je pense qu'il faut leur laisser ça. Les journalistes sont pas là pour ça. Et je pense que c'est assez révélateur d'une posture de l'Humanité et de la CGT qui sont dans une idéologie de l'antiracisme qui veut empêcher aux gens de parler au nom de la tolérance, ce qui est assez paradoxal. Mais bon, je pense que ça a été d'ailleurs, il y avait pas beaucoup de personnes qui sont venues manifester parce que les gens ont très bien compris quel était l'esprit de cette venue. Ça s'est fait dans un esprit de dialogue et d'enquête journalistique et que c'était pas du tout pour mettre quelqu'un sur un piédestal ou quoi que ce soit. Voilà, je pense que les gens ont très bien compris que c'est une polémique qui n'avait pas lieu d'être. Mais est-ce qu'ils n'ont pas fait le jeu finalement de Jean-Marie Le Pen? Si, tout à fait, oui. Tout à fait, oui. Je pense que c'est cette posture qui a permis parfois de mettre Jean-Marie Le Pen en lumière sur des choses qu'il a dites ou des actes qu'il a fait. Voilà, moi je pense que c'est tout à fait ce genre de choses qui fait le jeu de Jean-Marie Le Pen et qui permet de lui donner une autorité qu'il n'aurait pas eu sans ça. Merci beaucoup. C'est ça qui est dangereux dans les rues, dans le journalisme. C'est les caméras de télévision qui tournent. Parce qu'on a fait le parallèle avec le combat de boxe, qui l'emporterait? Il n'y a pas eu de combat de boxe. C'est pas un ring, c'est une salle. C'était même pas un combat, c'était une rencontre, une confrontation, une interrogation pour beaucoup de gens, je pense. Monsieur Le Pen, en tant qu'étudiant en journalisme, vous diriez qu'on s'en est bien sorti? Vous diriez qu'on s'en est bien sorti en tant qu'étudiant en futur journaliste? Oui, vous êtes bien comporté, parfaitement. J'en ai 17. Bon appétit avec Madame Boutin. Merci, hélas, je ne déjeune pas avec elle. Non, pas hélas d'ailleurs. Non, elle m'offrira peut-être le thé, qui sait, parce que j'ai rendez-vous à 5 heures. Sortant à droite. Oui, à droite. Alors, bonjour Christophe Deloire. Bonjour. Donc pour ceux qui n'étaient pas au courant, vous êtes le directeur du CFPJ, maintenant je crois que c'est fait. Non, directeur du CFJ. Du CFJ, on dit, d'accord. Est-ce que vous attendiez à de tels remous avec la venue de Jean-Marie Le Pen quand vous l'avez invité? À vrai dire, je me demandais si des étudiants allaient venir me voir en disant
en se pinçant le nez en disant non, il ne faut pas inviter Jean-Marie Le Pen. Et ça n'a pas du tout été le cas. Aucun étudiant n'est venu en me disant il ne faut pas l'inviter. Je suppose que l'immense majorité des étudiants ne sont pas favorables, à titre personnel, en leur fort intérieur, à Jean-Marie Le Pen. Mais aucun n'a posé la question en ces termes, et je trouve ça une forme de maturité journalistique. C'est-à-dire, tous ont considéré qu'évidemment, il était intéressant, notamment à une période où il y a une droitisation de l'Europe. On le constate à travers les élections, il y a des livres évidemment sur le sujet de cette droitisation forte. Tous ont considéré que c'était un moment évidemment intéressant pour interviewer, pour interroger Jean-Marie Le Pen. Et ça, je pense que c'est le rôle des journalistes. Le rôle des journalistes, c'est pas de juger a priori, c'est pas de dire alors ça c'est bien, ça c'est mal. Ça, les citoyens sont tout à fait capables de le faire. C'est leur rôle au moment du vote. Les journalistes n'ont pas à sélectionner le réel pour les gens comme si les journalistes étaient d'une naissance supérieure, plus intelligents, plus pertinents, plus moraux. Ça, je crois que si on a ces conceptions-là, alors les citoyens vont vraiment nous récuser. Donc il est important qu'on se tienne à ce qui est à la fois notre nature, notre raison d'être, qui est d'établir les faits, d'établir la vérité, de poser des questions, pas de prétendre orienter le débat ou même, quoi qu'on pense du fond, de le restreindre. Justement, la question de fond, c'est la question de la liberté d'expression. Woody Allen avait une expression intéressante, il disait la liberté d'expression, c'est pas 5 minutes pour les Juifs et 5 minutes pour Hitler. Sans comparer... il disait que le journalisme, évidemment que ça serait aberrant de raisonner. Le journalisme, ça consiste pas simplement à tendre son micro. Parce que sinon, on est juste un appareil, on est un micro. Le journalisme, ça ne consiste pas à donner la parole à l'un puis la parole à l'autre. Ça consiste, comme je le disais, à établir les faits. À essayer de dire, avec un petit V, le vrai. À apporter les faits qu'on a collectés, à les mettre en forme pour que le cas échéant, ça puisse prendre du sens. Mais je crois que là, c'était pas... c'est soumettre à la question. Et là, Jean-Marie Le Pen a été soumis à la question. Je pense que c'est le rôle des journalistes. Donc vous ne pensez pas comme l'humanité que c'était banaliser l'extrême droite, c'est de le recevoir? Mais dire qu'on banalise Jean-Marie Le Pen, notamment de la part d'un journal qui revendique de s'adresser aux ouvriers, il se trouve qu'il y a un vote ouvrier important en faveur de Jean-Marie Le Pen. Et que ne pas restreindre le droit d'expression d'une certaine manière de Jean-Marie Le Pen, c'est mépriser ce vote ouvrier. Et il n'y a pas que des ouvriers qui votent Jean-Marie Le Pen, mais c'est pas notre rôle de contester ça. Le jour où le parti Jean-Marie Le Pen, s'il l'était, sera interdit, on pourra réviser cette position. Mais enfin, il fait partie du débat démocratique. Ou alors qu'on explique que la démocratie, c'est juste la tolérance vis-à-vis de ceux qui sont d'accord avec nous. Même s'il était interdit, ce serait intéressant d'avoir son opinion malgré tout, non? Oui, mais s'il l'était, je suppose qu'il le serait pour des raisons. Et voilà, là, il ne l'est pas. Merci beaucoup.